Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Destins alchimiques qui propose de voir nos épreuves différemment, comme étant les tremplins vers notre destinée, vers notre valeur ajoutée au monde. C'est la conviction que je partage, que j'ai puisée dans les sagesses anciennes et même dans la science moderne, dans la physique quantique, que nos épreuves et nos blessures n'adviennent pas par hasard. Elles sont là pour révéler quelque chose de nous-mêmes, correspondant justement à notre domaine d'accomplissement, cette valeur pour laquelle on est peut-être né pour apporter quelque chose, alors à soi-même, c'est certain, mais aussi peut-être à d'autres. Et aujourd'hui, pour cet épisode 4, j'ai la grande joie de revoir et de recevoir Michel de Coust, qui a des choses vraiment très intéressantes et très touchantes à nous raconter sur un rebond, en quoi une dépression vraiment sévère, liée entre autres à des deuils, peuvent vraiment nous mettre sur un chemin de joie, de gratitude. Alors ça peut paraître un petit peu délicat comme ça, mais Michel va nous raconter tout ça. Bienvenue Michel. Bonjour. Ravi vraiment que tu sois là. On se connaît depuis une Oui, petite bien vingtaine sûr. d'années, On grâce se à... croise, on se Voilà, croise. on se croise, on a fait plus que se croiser Il y a eu par le club de des activités Budapest. associatives précédentes. Tu as une vie extrêmement riche. Là, ça va être un peu un condensé. L'occasion de se parler, c'est la sortie de ce merveilleux livre Être vivante avec un symbole commun de la Tout métamorphose à fait. du papillon. Tu vas nous en parler dans un instant. Mais avant toute chose, j'ai envie de te demander qui tu es. Et la question que j'aime bien poser, c'est, tu vas pas refaire ton CV, mais c'est qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes quêtes dans la vie? Voilà, présente-toi par ce que tu aimes, ce que tes quêtes, tes grandes quêtes et tes Moi, je partages. crois que depuis le début, j'étais d'une curiosité insatiable et j'aimais l'aventure. J'aimais tester mes limites. Donc, ça a Mhm. d'abord été l'aventure physique. J'étais très casse-cou, je voulais être trapéziste dans un cirque, voilà. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur à 12 ans dans mes lectures pour Alexandra David-Néel Moi et aussi. Jules Verne. Donc Ouais. j'étais entre l'exploration géographique, Mhm. aller sur toute la planète, et puis l'exploration spirituelle. Je ne peux pas dire intérieure, parce qu'intérieur, c'est venu euh, beaucoup plus tard, au fond. Parce que je crois que j'ai confondu l'exploration spirituelle et l'exploration intérieure. Et en fait, je pense que je voulais surtout être connectée au ciel et que j'ai été pendant longtemps très peu enracinée. Et donc, il y avait un côté en moi totalement aventurière, casse-cou, pionnière, en quête de sens et de transcendance, vraiment de Mhm. transcendance, mais avec quelque chose qui n'était pas ancré et avec beaucoup de feu et d'air et pas beaucoup de terre, si on parle Mhm. en termes très concrets des éléments qui nous constituent. Mhm. Et donc, je pense que le sens de l'aventure a été très fort dans ma vie, il l'est toujours. Là, je m'apprête à partir au Népal pendant 6 semaines. Mais c'était aussi, ça m'a permis de rencontrer des pionniers en tout genre, aussi bien des pionniers écologiques comme ceux de la biosphère 2, qui était un projet écologique en Arizona, très pionnier, Mhm. et puis des communautés pionnières comme Auroville, ou aussi bien des communautés de marins, puisque j'ai vécu pendant 3 ans sur un bateau de pêche en Australie. J'ai épousé un pêcheur. Donc, j'étais à la fois une intellectuelle, mais très, très attirée par la vie physique et la vie dans la nature et le vivant. Et à 18 ans, j'étais à Sciences Po, je faisais Sciences Po à Paris. Et j'ai été, au bout de la première année, j'ai été passer 3 mois dans un kibbutz. Et je crois que ça a été la racine de mon goût pour les communautés pionnières, au fond. Mhm. Et
Oui, puis Et il y a eu ça, cette expérience aussi dans cette, moi je l'appelle la bulle, mais oui, la bulle, tu peux l'appeler la bulle. comment tu Je l'appelles suis pas toi? rentrée dedans, mais j'ai vécu dans cette communauté. C'en était une, et en plus, c'était un groupe Gurdjieff. C'était Ouais. un groupe de héros. Travailler sur soi, c'était une partie, à travers le théâtre, etc. Mais on travaillait 18 heures par jour. Moi, j'ai vécu là pendant 3 ans dans le désert de l'Arizona, où j'étais amoureuse de l'architecte, ce qui fallait faciliter les choses, parce que les passions étaient aussi au cœur de ma vie. Et elles ont duré le temps des passions, c'est-à-dire 3 ans ou 3, 4 ans. Hmm. Et ça a été aussi l'origine d'épreuves et de souffrances, parce que cette intensité-là, quand on est peu ancré, qu'on peut la payer cher aussi. Voilà. Hmm. Donc tu dis hein, chez toi, puis je le vois bien à travers tes partages, il y a ce côté curieux, exploration, et puis international, hein, là c'est la Oui, planète. oui, Hein, oui. il y a le monde personnel, on y reviendra peut-être, hein, la Terre intérieure, mais il y a aussi la planète Terre dans son ensemble, avec ce côté pionnier, parce que tu as fait des choses qui étaient assez en lien avec des choses nouvelles, des initiations, des choses pionnières, Oui, comme tu absolument. dis. Je crois que tout ce qui m'a, même les films et les livres que j'ai écrits, c'était les thèmes clés sont très vite et ont très vite été après l'aventure, parce que mes premiers films, ça a été lié à des aventurières en Australie, mais c'était déjà des écologistes. Et je crois que c'est écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Disons, c'est ces Ouais. 3 piliers. Et je mets dans écologie de l'esprit, bien sûr, la quête spirituelle. Voilà. Et la conscience, bien sûr. Ouais, il y a à la fois le côté pionnier, hein, ce qui te caractérise Oui, chaque fois, parce qu'Auroville, c'est oui. aussi quelque chose de pionnier. Les communautés où tu y étais, c'était des expérimentations, donc Oui, forcément c'est quelque toujours chose des de pionnier. laboratoires quelque part. Voilà, Des voilà. Et puis, laboratoires de notre humanité. C'est vrai qu'Auroville, avec ses 3500 personnes et 64 nationalités, c'est pas du tout un modèle, pas plus que le groupe de la biosphère était un modèle. Il faut vraiment mettre ça de côté. Mais c'est des laboratoires extraordinaires de ouais, notre planète. C'est ouais. des lieux d'expérimentation. Voilà, donc pionnier, expérimentation, laboratoire, associé à l'écologie de l'être autant que celle de la planète. Hein. Absolument. C'est vraiment ce que je ressens qui te caractérise. Alors, à travers ce livre-là très récent, hein, être vivante, quel message tu as envie de faire passer dans ce partage-là? C'est vrai que j'ai fait une dizaine de livres avant, mais celui-là, il est très particulier parce que j'ai l'impression que je me suis totalement ouverte. Ça veut dire j'avais cette image de pionnière, un peu de locomotive, de quelqu'un qui n'avait peur de rien. Et je pense qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas résolu et qui était notamment, moi je me souviens, mais c'était peut-être il y a une vingtaine d'années, il y avait eu ce livre américain qui était sorti et qui parlait des barreaux de l'échelle qu'on gravissait, mais que quelquefois on avait raté un barreau dans nos fondations et que la vie vous y ramenait, Hmm, même si on était très haut dans l'échelle. Et moi, c'est une succession de deuils, un burn-out et des deuils à Orville aussi. Enfin, c'est un enterrement à Orville qui a réveillé les 5 deuils que j'avais eus en l'espace de 2 ans. Ma mère, mais elle avait 97 ans, mais des amis fauchés à 60 ans ou à 50 ans. Et moi, je me disais, mais puisque tu crois que la vie se poursuit de l'autre côté, tu n'as pas à être triste, à aller pleurer. Eux, ils sont heureux de l'autre côté, etc. Et un enterrement à Auroville qui a duré 6 heures à l'Indienne m'a mis devant ce que c'était que le deuil et l'enterrement. C'était un des pionniers d'Auroville et je sentais que c'était la fin d'un cycle d'Auroville, comme c'était la fin d'un cycle pour moi. hmm. Et j'ai commencé à plus dormir. Et alors, on devient assez fou, assez détraqué quand on ne dort pas pendant 2 semaines, ça suffit. Et moi, ça a duré. Je ne voulais pas prendre de médicaments. Et ça me rappelait aussi une mémoire de ma sœur. J'ai une sœur qui s'est suicidée, l'aînée de mes sœurs, et qui avait peur de mourir en dormant. Donc, perdre le Hmm. sommeil pour moi était
renvoyait à une mémoire traumatique puisque j'adorais ma sœur aînée et qu'elle est partie à 36 ans. Donc, il y a eu tout ça qui est revenu alors que je faisais des films, des livres, tout ça marchait très bien. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et comme je me suis mal soignée, que j'ai voulu me soigner par les plantes, mais ça marchait plus au bout. J'ai atterri en clinique psychiatrique. Et là, j'ai vécu, disons, je suis restée 15 jours, je suis rentrée chez moi, j'ai vécu 6 à 8 mois extrêmement difficiles parce que j'étais sous haute dose de médicaments et que j'avais plus de projet de vie et que je ne pouvais pas ni lire ni regarder la télévision, je ne pouvais même pas être dans le divertissement. Et j'ai vu aussi que comme j'étais une locomotive et plutôt quelqu'un de gai et de sociable, il y a des amitiés qui se sont effondrées à ce moment-là parce que Mm. ce que je révélais de moi faisait peur aux autres parce qu'ils en avaient une partie en eux, sûrement. Bien sûr. Mm. Et donc, ça m'a forcée à aller très profond dans qu'est-ce qui a manqué au départ. Et la vie étant, quand on est dans cet état-là, on a des cadeaux de la vie. J'ai retrouvé une psychanalyste qui faisait de l'autonomie. Alors moi, ce qui avait manqué au départ, c'est le toucher, l'accueil, l'amour d'une mère qui elle-même avait été fracassée par Mm. une mère qui lui avait pas donné l'amour. Enfin, c'était toute la lignée féminine qui était touchée. Et donc, j'ai commencé par l'autonomie. Tu peux citer son nom, hein, parce qu'André Gelfi, je la connais aussi, et j'ai Ah bon, entendu bah, c'est parler. André Gelfi, qui est une J'ai eu femme aussi quelques magnifique. séances avec elle, et c'est absolument sublime, hein, Qui est une cette femme écriture. magnifique, parce qu'alors on dit elle est lacanienne, moi je me disais putain, elle est même pas freudienne, elle est même pas jungienne, moi je cherchais une jungienne, et puis j'étais un peu comme ça, en bisbille avec elle, en lui disant on va pas rouvrir tous les cercueils, et là, 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 là. Et moi je viens pour l'autonomie, et vous me dites rien sur l'autonomie, parce que mon mental est trop rapide, et il m'a joué des tours, et je veux que mon corps découvre et redécouvre un alphabet que je connaissais absolument pas. Elle a complètement joué le jeu. Et après, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, je lui ai dit un jour, vous m'expliquerez ce qu'est l'autonomie, mais avant, j'aurais eu 2 ans avec vous où je l'aurais vécu. Et elle m'a dit, je vous mets au défi de, de, de raconter ce que vous vivez avec moi, parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. Mm. Alors moi, il ne faut pas me mettre au défi. Et en fait, à la fin, elle a été très heureuse de comment j'ai décrit l'autonomie. Puis il y a autre chose qui est intervenue dans ma vie, c'est que j'avais connu à Auroville un guérisseur indien qui était très étonnant, qui s'appelait Raoul Bharti. Alors il s'est trouvé qu'en plein mois d'août, donc ça faisait 6 mois que j'étais dans une dépression profonde, il passe par Paris, que je le revois, et il me dit, et il sent qu'il me faut un projet. Et il me dit, j'ai eu une vie incroyable, ce que je savais, puisqu'il vient complètement presque d'être un Dalit, enfin le plus bas de l'échelle sociale indienne. Et il a été adopté à 2 ans par la plus grosse fortune, une des plus grosses fortunes de Suisse. Et il s'est échappé de ça, et il a fait un parcours de vie incroyable. Et il me dit, écoute, même Deepak Chopra m'a dit, il faut que je t'aiderai à écrire ta vie, je veux l'écrire, etc. J'ai dit non jusqu'à présent. Et comme je venais, moi, de finir d'accompagner la princesse de Polignac pour écrire un livre, il m'a dit, puisque tu accompagnes des livres, tu vas écrire un livre, tu vas faire ma biographie. On était en août et il me donne rendez-vous fin février au Népal pour écrire sa biographie. Et j'ai ce projet qui me tient, bon, je suis encore en dépression, mais je me dis, je vais partir au Népal et pour moi, le voyage a toujours eu un sens intérieur et extérieur. Sur les traces de Alexandra Alexandra David. David, exactement. Et puis, euh, et puis j'ai ce projet là, j'ai ce projet, je vais rejoindre Raoul. Et puis sa vie me passionnait de toute manière, je le connaissais depuis 2010. Et puis j'arrive fin février et 10 jours après, confinement. Je suis chez lui parce qu'il faisait une formation, il avait une grande salle de formation en bas des 2 étages de sa maison. Il y avait une quinzaine d'étudiants de 5 ou 6 nationalités. Confinement, et il dit aux gens, vous pouvez partir,
vous pouvez vraiment vous échapper, prendre les premiers avions consulaires, mais ceux qui veulent rester, oui, je, je, je les accueille chez moi. Et je vous préviens, comme il est totalement médium, télépathe, etc., que ceux qui vont rester, moi, je ne vois pas, si je me connecte, d'ouverture avant fin juin. Alors, en fait, on est resté jusqu'au 11 juillet. Hum. Et donc, j'ai été confinée avec cet homme et 6 autres personnes, sa femme et un fils, dans 500 mètres carrés. Et là, j'ai appris à vivre. C'est comme si cet homme avait reconstitué une famille autour de nous, avec un amour, une compassion, une écoute. Donc, on travaillait avec lui parce qu'il fait des massages thaï, il est très lié aux très, très grandes traditions de massage, mais de soins énergétiques, de bols thérapeutiques tibétains. Et il nous a 4 heures par jour, pendant 5 mois, il nous a tout transmis de son savoir. Et moi, je faisais aussi des interviews sur sa vie. Mais à la fin de ces 5 mois, donc au mois de juillet 2020, il m'a dit, pour finir, il faut que tu racontes ta dépression jusqu'au bout, parce qu'il y a de plus en plus de dépression autour de nous et personne ne veut vraiment raconter ce que c'est qu'une dépression jusqu'au bout, parce que ça fait peur à tout le monde. Et puis d'autre part, bien sûr, tu vas raconter ma vie, mais surtout, tu vas raconter ce que ces 5 mois avec moi et avec une communauté non choisie et comment tu as vécu ça. Et puis après, moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai retrouvé André Gelfi et j'ai continué encore. Mais disons, ça a duré 2 ans, en gros. Et c'est ça que je raconte dans le livre, c'est qu'à la fois à travers des savoirs occidentaux et des savoirs orientaux, l'autonomie et les soins énergétiques de Raoul et l'apprentissage des bols tibétains thérapeutiques. Moi, je suis sourde. Or, je me pensais jamais que je pourrais apprendre toutes ces séquences de guérison sur moi et sur les autres avec les bols tibétains. En plus, Ouais, c'est des vibrations, hein, donc c'est au-delà du son voilà. Et audible. ça m'a emballée Hum. et je continue à le pratiquer et je le donne aux amis. Je suis pas une thérapeute patentée, mais j'ai trouvé quelque chose qui avait vraiment fait clic, en plus de l'écriture et de faire des films. Ouais. Et donc, Alors, pour revenir à la question que je te posais au départ, en une phrase, c'est quoi le message clé que tu as envie de faire passer à travers ce livre? Juste en une phrase. c'est euh, que tant qu'on n'est pas allé au plus profond, la vie vous y ramène, et que mhm. c'est au plus profond qu'on peut donner le coup de pied qui fait qu'on remonte. Hum. Si, et je pense qu'il faut accepter, mais c'est tout le thème de la série, euh, de chuter. Le sous-titre de mon livre, c'est La chute et l'envol. Il Ouais. faut accepter que dans ce vide, on va retrouver un plein et faire confiance à la vie parce que quand on est au fin fond du trou, c'est là qu'on voit la lumière, quelque part. Et Oui, c'est c'est ce fameux barreau de l'échelle dont tu parlais tout à l'heure qu'on a comment. zappé, Oui, oui, hein, qui est en oui. bas de l'échelle, on l'a zappé, on a voulu monter, on a zappé ce barreau, et puis en fait, à un moment donné, on est obligé de chuter pour aller récupérer Voilà. l'information Et fondamentale. moi, il fallait que je retrouve mes fondations de mon enfance, le rejet de ma mère, mais comprendre pourquoi elle l'avait fait, comprendre cette lignée de femmes puissantes et rejetantes. Et c'est pour ça que j'ai pas fait d'enfant, d'ailleurs, de comprendre ça aussi, pour pas répéter ça. Et, et, et c'est au fond du trou que j'ai compris ça. Parce que sinon, j'avais toutes les raisons de surnager dans cette société où mes films étaient acceptés, mes livres. Je trouvais toujours des choses très créatives à faire. Et je disais toujours, moi, de toute manière, ce qui m'intéresse, c'est que les projets porteurs d'espoir. C'est aussi ce qui m'a Ouais, bien tenue, sûr. c'est que j'écrivais des livres où je faisais des films que sur ces laboratoires qui pouvaient accoucher d'un monde nouveau. Hum, Il fallait que moi aussi j'accouche de la femme nouvelle en moi, hum.
C'est Donc, je intéressant n'ai ce pas nouveau fait. par rapport au côté pionnier que tu dis tout à l'heure. Je le mets en regard, ce besoin de nouveau ou de renouveau. Oui, Je le mets aussi en regard de... C'est très intéressant ce livre parce que en fait, le déclencheur, c'est des deuils, oui, c'est de la mort réelle et oui. symbolique. Et ton livre, tu le titres quand même Être vivante. Donc, dans tes propos, dans tes écrits, il y a vraiment cette idée de puis la chute et l'envol. Il y a vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a l'exploration intérieure pour renaître, être vivante, trouver ce qu'il y a de vrai vibrant à l'intérieur de nous. C'est ça que je comprends, moi, de tes partages aussi. Et être vivante, pour moi, c'est un titre que je voulais mettre envie, parce que dans envie, il y a envie. Et puis, ça vibrait pas assez. Et au fond, c'est Raoul Barty qui a trouvé le titre, qui a dit Being Alive, en anglais, parce qu'il parle anglais. Et j'ai dit, être vivante, ça sonne bien. Et aussi, parce que le fait d'être confiné au Népal, dans un pays extrêmement pauvre, où on a dû réapprendre à faire du pain, faire un jardin potager. Rien ne rentrait et sortait de ces 500 mètres carrés. Et on était avec 3 chiens. On avait fait un jardin potager, on apprenait à faire des curries. Disons, tous les après-midi, on entretenait ce jardin. On était dans une petite communauté confinée où il fallait faire tout. On avait des boîtes de conserve, des oignons et, du, et des pommes de terre. Ouais, non, on Et retrouve après, là quand, le bio de la biosphère, le bio de l'écologie d'Auroville, le bio voilà, du et corps, c'était le bio une de la terre. communauté fermée. Donc c'était très étonnant, je me retrouvais là-dedans et, et, et juste avec des légumes qui étaient amenés devant la grille puisque Raoul Barty avait soigné tout le quartier et que la nuit, on retrouvait des paquets devant la grille et qu'on ouvrait la nuit. Hmm. Voilà. Mais moi, j'ai vu un homme d'abord qui vivait complètement ses valeurs. Or, dans les milieux qu'on connaît très bien de créatifs culturels, c'est pas toujours vrai que les valeurs professées soient les valeurs vécues. Hmm. Or, de vivre jour et nuit avec cet homme, je voyais l'amour qu'il portait à sa femme, à son fils, aux chiens. Il traitait les chiens comme des êtres humains. Il parlait aux plantes, il parlait aux arbres, il était en connexion absolue avec le vivant. Et donc, ce qui m'a guéri aussi chez lui, en plus de l'autonomie avec André Gelfi, c'est ce lien fondamental au vivant qu'il avait appris lui dans les tribus du Sri Lanka, parce qu'il a été initié entre l'âge de 7 et 10 ans dans des tribus nomades du Sri Lanka, mais qui viennent des grandes traditions des rishis indiens, et où il a appris le vivant. Il a Ouais. appris des techniques extraordinaires qui ont disparu. Alors, revenons à toi maintenant, Michel, si D'accord. tu veux bien, parce que Oui, là, oui, tu as raison. on commence à comprendre que toi, c'est le côté pionnier, le côté vivant, le côté Oui, écolo, bio dans toute sa dimension réelle et symbolique. Ce qui est le bio, c'est vivant, la biosphère, absolument. Auroville, ce qui est vivant et vibrant en nous et qui demande à être récupéré dans nos propres profondeurs, etc. À ton avis, ce côté aventurier, ce côté exploratrice, ce côté aller vers le vivant, vers ce qui est vivant, d'où ça te vient? Tu sais, moi, dans mon approche, il y a en général une loi d'inversion dans nos quêtes. Si j'ai été victime d'abandon, par exemple, j'ai hyper envie de créer du lien. Puis on n'en a pas Oui. qu'une des blessures. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es tellement en quête de vivre et de partager que du néant, de la mort, du vide peut germer la vie, en fait? Moi, je C'est quoi tes crois épreuves et tes blessures personnelles qui légitiment quelque part ou qui sont le Moi, je tremplin de pense ça? que je m'ennuyais dans ma famille, je m'ennuyais à l'école et je me suis ennuyée dans mes études qui étaient pourtant brillantes, Hippocagne, Sciences Po, etc. Et que la vie est rentrée dans ma vie vraiment dans le kibbutz, dans les 6 mois que j'ai passés dans ce kibbutz en Israël, où le matin je cueillais des pommes, où je repeignais au minium et où l'après-midi on avait des activités intellectuelles. Donc, je crois que j'ai été chercher ailleurs que dans ma propre famille, ailleurs que dans l'école,
si les scouts m'intéressaient, parce qu'on grimpait aux arbres, j'avais un côté très physique. Et j'ai été chercher ailleurs ce que je ne trouvais pas dans le monde. Oui, J'étais, enfin, c'est l'ennui, si je comprends bien, oui, l'ennui, le côté un peu l'ennui, je morne, trouvais ça qui terne. t'a mis en quête de Et je l'inverse de m'ennuyais l'ennui, à hein, l'école ce qui est et je aventure. rêvais tout le temps. Et ce qui m'intéressait juste, c'est quand on allait dehors et qu'on jouait à la balle aux prisonniers ou que j'allais faire du trapèze dans la salle de gymnastique, etc. Hmm. Donc il y avait un besoin de mouvement, un besoin de découverte. Moi, j'avais adoré Jules Verne, donc il y avait aussi découvrir le monde entier. Moi, à 10 ans, je demandais à mes parents de m'emmener voir des avions décoller à Orly. Donc, il y avait le mouvement et l'exploration, et j'adorais la géographie, et j'adorais apprendre la Russie, la Sibérie, etc. Pour moi, c'était très concret. Très Ouais, concret. dans la symbolique, ce qui bouge pas, c'est comme ce qui est mort, hein, en apparence, hein. Il n'y a pas de mouvement. Et donc, toi, ce côté, ça bouge pas, hein, on s'ennuie, c'est un peu Et puis, statique, si tu a remontes, généré ce besoin de mouvement oui, et absolument. Et d'aventure. je crois que si on remonte plus loin, j'étais absolument pas désirée parce que j'ai empêché ma mère de passer son agrégation d'anglais. Elle a donné ma sœur aînée à sa propre mère. Et puis moi, la deuxième, elle ne pouvait pas me donner. Puis elle voulait des garçons, elle ne voulait pas des filles. Donc je pense qu'il y a eu une grande angoisse de ma mère dans le ventre et que j'ai dû me sentir empêchée. J'ai dû me sentir en prison dans ce ventre qui Oui, ne voulait oui, pas de moi. Donc oui. ça, c'est des projections, c'est des. Mais dans le toucher d'André Gelfi, il y a eu réparation aussi de ce qui s'était passé dans le ventre maternel. Hmm. Oui, comme si déjà il y avait peut-être, je ne sais pas si tu en as parlé avec elle, mais comme dans tes récits de ce que tu racontes, la mort, elle est quand même très présente dans les épreuves de ta vie. Ah ben oui, parce que Je me mon suis père est demandé s'il n'y mort. avait pas des mémoires, soit d'enfance, soit même des blessures transgénérationnelles, et que la mort était vraiment présente dans ta mémoire cellulaire, tu vois, pour Sans vouloir doute, tant parce aller que vers la vie. il y a peut-être eu un désir d'avortement de ma mère, il y a peut-être eu un désir de mise à mort de cette Hmm. petite bonne femme qui l'empêchait de vivre sa vie. Parce que je pense qu'elle a eu 6 enfants, mais je pense que ma mère aurait aimé avoir la vie que j'avais. Elle avait une étoffe d'aventurière. Ah oui, elle-même, elle s'est empêchée de vivre ce qu'elle voulait vivre. Absolument, Son envie à elle, elle a été bridée par ta naissance, en fait, ou cette absolument, grossesse. absolument. Donc, tu as dû enregistrer ça, que peut-être Bah, bien sûr, bien sûr. peut-être le mouvement, c'est paradoxal, parce que la vie empêche de vivre, hein. C'est ce que j'entends, moi, que tu as pu intégrer comme information. C'est donner la vie empêche de vivre, quelque part. Oui, oui. Tu vois? Et Et du coup, donc, j'ai pas fait d'enfant. Je me suis pas dit j'aurais pas d'enfant, mais j'ai eu un désir d'enfant à 40 ans et j'ai été enceinte et j'ai perdu très vite cet enfant. Mais, mais j'avais déporté le désir d'enfant très loin dans ma vie parce que c'était une vie d'aventurière et il y avait très peu de place pour faire un enfant. oui, Surtout puis sans doute, c'était associé à cette ombre-là, j'ai envie de dire, que faire un enfant, c'est s'empêcher de vivre, puisque c'est ce qu'a oui, vécu ta sans doute, mère, oui, sans doute, quelque part, hein. sans doute, sans doute. Donc, c'est sans doute un de tes mouvements. Il y en a certainement d'autres, hein. Là, on est très schématique pour les besoins de l'exercice dans cette émission Destin alchimique, hein, Ah, cette blessure de mort, ben, génère ce besoin de mouvement. j'ai peut-être allumé. Voilà, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière dans cette. Mais oui, je pense que tu es très juste dans ton analyse. Et dans la symbolique, le mouvement, c'est la vie, Ah ben oui. hein. Et C'est moi, ce ma que mère disent. me disait que j'avais couru avant de marcher. J'ai j'ai couru, elle disait, tu étais minuscule, tu avais 9 mois et demi et tu passais sous les tables comme une bombe. Ouais, donc Tu c'était déjà as couru marqué. avant de marcher. Elle rigolait parce que j'étais absolument minuscule. Ouais, ouais, ce besoin de mouvement. Tu sais, dans la philosophie taoïste, un peu dans la philosophie bouddhiste, s'il y a équilibre parfait, eh bien, il se passe rien. S'il y a un léger déséquilibre, à ce moment-là, il y a un mouvement avec la loi du yin-yang, etc. Et c'est les déséquilibres
qui mettent en vie, en fait, et qui mettent en mouvement. C'est pour ça que la perfection n'est pas de ce monde, parce que s'il y a perfection, il n'y a pas de vie. Et la perfection, elle est de registre du monde, justement, de l'au-delà, hein, du monde symbolique de la mort. Mais dans la vie, toi qui aimes les laboratoires et les aventures, hein, c'est vraiment ce côté où on expérimente les disharmonies pour se mettre en quête d'harmonie. C'est Absolument, ça qui crée le mouvement, en fait, absolument, en quelque absolument. sorte. Bon, Donc, bah, écoute, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens m'ont dit, mais tu vas pas continuer à voyager, etc. Alors, et là, ça se trouve, mais ça a toujours un sens. C'est jamais des voyages touristiques. Là, il se trouve que il y a un documentaire qui va sans doute être fait sur Raoul Barti au Népal, et qu'en plus, moi, j'ai envie de retourner au Népal pour découvrir ce pays, parce que j'ai été confinée au Népal. J'ai vu une grille et trois chiens, une famille, et voilà. Donc, et là, comme Raoul commence à avoir une espèce d'aura en France, etc., on a décidé d'amorcer un documentaire sur lui, hum, et je vais faire les recherches un peu pour amorcer ce. hum. Et donc je retourne un peu à la source de ma guérison. Voilà. Hmm. Bon, écoute, merci beaucoup de ce partage. On va bientôt clore ce moment de comment un destin s'alchimise à partir de ses blessures et de ses épreuves de vie. Est-ce qu'il y a une question de la grande audience que nous avons aujourd'hui? De la salle pleine. S'il n'y a pas de questions, on va clore. Avec quoi tu as envie de... C'est quoi ton mot de la fin après ce moment ensemble de traçage assez... Au mot de la fin, au fond, c'est et c'est drôle parce que c'est le signe du papillon sur mon livre. En fait, j'ai fait un film aussi à Auroville et je l'ai dédié à l'éternelle jeunesse. Et le mot de la fin, c'est de garder en soi cette éternelle jeunesse qui est faite de curiosité, d'amour, d'écoute, de compassion. Moi, j'avais vu un documentaire d'une femme qui avait 90 ans et qui allait sur les Himalayas à dos de mule et qui disait, euh, le type disait, mais vous avez 90 ans. Ah bon, elle avait beaucoup d'argent, donc elle avait pu faire des voyages toute sa vie. Elle était fascinée par les Himalayas. Et elle disait, ce qui me tient, ce qui fait que je remonte sur ce chemin sans arrêt, c'est que vous voyez le tournant là. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et Hmm. j'ai toujours envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ben oui, c'est cette Ça peut être curiosité. sur plusieurs plans. Ça peut être de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est que ce passage? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du virage? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'âme humaine? Parce que moi, j'ai adoré faire des portraits. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre Hmm. côté? Et je pense que ça, j'aurai toujours ça jusque Alexandra Davigny a renouvelé son passeport à 101 ans. Ouais, génial, génial. Oui, en fait, là, pour on va dire une bonne partie de ta vie, tu as eu une aventure d'exploration extérieure du monde manifesté dans tout sa côté vivant, coloré, etc. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est que dans une autre partie, là, récemment, ça t'a invité à aller explorer, parce que c'est une autre forme d'exploration, les profondeurs, Absolument, hein. C'est absolument. l'archéologie, c'est comment il s'appelle, de la géologie intérieure, de Oui, notre oui, terre intérieure, pour comprendre où sont nos blessures et les échelons qu'on a zappés alors qu'ils nous propulsent vers le haut. Et ce que j'entends aussi, et c'est très joli parce que ça parle vraiment de toi, c'est que tu sais, quand on a été imprégné d'une blessure qu'on va appeler la mort, oui, bien sûr. très symboliquement pour toi, mais on a aussi une expertise du sujet. Et donc, il y a la mort ombre, mais il y a la mort lumière, hein. C'est-à-dire ce besoin et cette dextérité vraisemblable, parce que tu as été familière, à explorer l'au-delà, ce que c'est après et la mort. Et le fait de démythifier la mort peut nous mettre en vie, parce que quand on enlève Absolument.
la peur absolument. de cette issue qui semble être une issue fatale et terminée. En fait, dans beaucoup de religions et dans beaucoup de courants de philosophie, c'est un passage, la Terre étant un laboratoire pour expérimenter un Oui, certain nombre de choses. Donc on retrouve, exact, toi, c'est cette l'ultime laboratoire. expérimentation. Hein, allez, on est pionnier, on va sur la Terre, on va expérimenter des trucs. Donc je te prédis au moins une séquence de vie sur l'exploration de l'au-delà, après avoir expérimenté ce qui est là et ce qui est ici, maintenant peut-être un terrain d'expérimentation et de partage sur l'exploration de l'au-delà. L'avenir nous le dira. Ça sonne juste, en tout cas. Ça sonne juste. Merci beaucoup, Michel, Merci à à toi. toi, et Et puis à aussi très de m'avoir bientôt. fait découvrir d'autres choses que j'avais pas découvertes. C'est un Avec plaisir. regard très subtil et empathique. Voilà. Avec grand plaisir. C'est mon toc de voir de la lumière dans les ombres. À À très bientôt. bientôt. Au revoir.